Salut Antoinette. Bonjour. Salut. Est-ce que vous voulez du coup vous présenter, Sébastien et toi, et puis nous dire du coup où on est, et puis un petit peu l'idée du projet. Avec plaisir, donc on est sur la ferme d'Antoinette. Donc nous sommes Antoinette et Sébastien. Et nous nous sommes installés il y a 2 ans maintenant pour un élevage caprin avec transformation fromagère. L'idée était une reconversion professionnelle à la base. On a mis un petit peu de temps pour moi à me reformer à l'école pour avoir les bases un petit peu techniques et théoriques de l'élevage. Ça a été suivi d'un petit peu de travail aussi en exploitation pour vraiment se rassurer aussi sur la fiabilité du projet. Et puis après, on a préparé pendant quasiment 2 ans la reprise de cette ferme-ci qu'on a choisie pour des raisons de localisation. Donc on est sur la commune de Sivignon, c'est à proximité de Cluny, en Saône-et-Loire. Donc on n'est pas complètement isolé et en même temps on est sur un territoire qui est vraiment purement d'élevage, avec une vraie culture de ça, plutôt de bovins, mais qui est la Saône-et-Loire, c'est un territoire vraiment très riche en matière d'héritage caprin, on va dire. Donc ça avait beaucoup de sens pour nous, on est tous les deux bourguignons. Après on a fait le choix d'une installation dans un premier temps en conventionnel. Là on est en train de préparer cet hiver la conversion en agriculture biologique. Et donc on avait depuis l'installation un raisonnement un petit peu, on regardait plus loin pour le côté résilient de cette exploitation. On ne voulait pas simplement faire un élevage, on voulait aller un peu plus loin, chercher à faire de l'expérimentation, pourquoi pas, et de trouver des nouvelles idées, de se rendre plus performants. On a un parcours tous les deux de scientifiques entre guillemets, dans la mesure où donc suite à la reconversion professionnelle, on est devenus agriculteurs, mais on était tous les deux archéologues. Et on était plus spécialisés sur les époques du néolithique et donc de la transition entre les chasseurs-cueilleurs et les tout débuts prémices de l'agriculture. Et c'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous a inspiré. Oui, complètement, oui. Et qui nous intéressait d'expérimenter tout simplement. Et une fois les 2 pieds dans la machine, on a voulu continuer à approfondir tout ça et faire nos propres expériences. Et donc est née l'idée de ce projet, de revoir un petit peu le mode d'alimentation des chèvres, qui au fil des siècles est devenu très basé, centré sur l'herbe, mais qui n'est pas initialement le premier attrait pour une chèvre. À niveau alimentaire, la chèvre, c'est pas forcément un animal de prairie, c'est un animal de parcours, de végétation haute. Voilà. Oui. Et dans la mesure où on n'est pas sur des territoires où la garde est fait commun et où ça s'y prête pas forcément, du fait aussi que la végétation n'est plus ce qu'elle était, on cherche à recréer ça et à retourner sur une logique en fait d'alimentation et d'élevage qui va de soi et qui apporte une diversité alimentaire bien plus riche que simplement de l'herbe et qui nous permettrait de ne pas complémenter autant qu'on doit le faire aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect climatique qui fait que l'herbe n'est plus aussi présente à l'année qu'elle ne l'était. Donc là encore, la résilience nous importe beaucoup pour les années futures. Oui, on est sur un usage, on va dire, multifonctionnel des arbres. Ça va être fourragé, ça va aussi séquestrer du carbone, ça va faire de l'ombre, ça va sécuriser aussi même la production de l'herbe, évidemment, avec des jeux d'ombre. Et puis un stock qui va être un peu conservé aussi d'eau dans le sol, avec l'apparition des champignons, de l'humus, etc. Peut-être vous avez envie aussi un petit peu de discuter sur ce que vous avez pu constater justement sur les chèvres, comment elles se comportent dans le parcours, comment elles vivent finalement leur alimentation, leur nourriture, et qui peut varier aussi au sein d'un individu, au sein du cheptel lui-même. Tout à fait. C'est un animal qui est extrêmement opportuniste en fait, et qui en plus est gourmand. Nous on dit toujours que quand on les fait rentrer dans un pré qui n'a pas encore été touché, principalement au printemps, elles vont d'abord attaquer les haies, quitte à se mettre sur 2 pattes et à escalader comme elles peuvent les arbres pour atteindre des feuilles en hauteur. Et c'est une fois qu'elles auront mangé tout ce qui est intéressant dans les haies que là elles vont se concentrer sur l'herbe. Donc on sent bien que c'est un animal qui a un besoin de diversité, qui suit un instinct, qui a sûrement un odorat très développé et qui ne va pas hésiter à tester des choses nouvelles en fait. Donc de ce point de vue-là, on est assez confiant avec ce projet. On se dit que l'implantation d'arbres qu'elles n'auront même jamais vu avant, elles vont quand même y voir un intérêt à terme. Par curiosité, et puis c'est un animal qui va aussi trier sa végétation de façon très saisonnée. Là encore, l'herbe n'a très vite peu d'attrait pour elle et elle va vraiment chercher par saison ce qui est le plus appétant et ce qui est le plus intéressant au niveau nutritif. Ça va être les bourgeons de ronces au printemps, ça va être les glands ou des fruits comme ça à l'automne ou même des fruits de verger. Oui, les châtaignes, les glands, c'est particulièrement intéressant parce que en général ça intervient à peu près vers septembre-octobre et ça correspond au moment où on la met à la reproduction, où elle chercherait naturellement
à se tarir. Et en fait, les tanins qui sont contenus dans les glands et dans les châtaignes aident beaucoup à faire chuter la production de lait. Alors nous, on essaie de le contrôler parce qu'on essaie de les maintenir pour l'intérêt économique. Bien sûr, ouais. Mais si on raisonnait de façon tout à fait naturelle, en fait, il faudrait complètement encourager la consommation des glands, puisqu'elles ne mangent pas juste pour les calories, mais sûrement aussi pour cesser leur production de lait. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on a pu observer dans les 2 premières années qui nous a incité à aller vraiment en direction de ce projet, c'est qu'en matière d'individus, tu en parlais tout à l'heure, elles vont avoir certaines une sensibilité plus importante à ce tri de végétation, d'autres un petit peu moins. Mais on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui s'entretient et que ce savoir manger finalement caprin se transmet. Qu'un troupeau peut apprendre comme vraiment un groupe et le fait de les encourager à manger de façon saisonnée, quand on a pu observer qu'elles se jetaient sur les ronces au printemps, on les a fait travailler dans des chemins bordés de haies, des choses comme ça, et on a même pu observer des comportements sur de la consommation à vertu médicinale. Au début, on était un peu surpris de voir certaines manger vraiment spécifiquement certaines plantes. En particulier, on a eu une chèvre qui nous a déplumé complètement par accident un lilas, et c'était la seule. Et il s'est avéré qu'après quelques recherches et puis une observation de la chèvre un peu plus poussée, elle avait besoin d'un petit drainage hépatique. Et elle a été d'elle-même chercher quelque chose qui pouvait vraiment l'aider. Et donc, si ça c'est déjà présent, c'est vraiment à nous de l'encourager et de mettre à disposition des choses, et que ce troupeau devienne en quelque sorte plus autonome sur sa consommation, ce qui est bien pour son immunité, bien pour sa santé, son état sanitaire général, et encore une fois, qui évite d'avoir du systématisme de traitement, de complémentation artificielle en minéraux ou en antiparasitaire. Oui, et puis tout ça, c'est effectivement beaucoup de bon sens aussi, puisque même dans une logique productiviste, comme on se doit de l'avoir en tant qu'exploitant, avoir des chèvres en bonne santé et qui savent réagir d'elles-mêmes en fait à des besoins qu'elles ont, à des problèmes, sans que nous on ait à intervenir, c'est se garantir que nous on n'aura pas ces problèmes, qu'on n'aura pas à les traiter, qu'on n'aura pas de frais de vétérinaire, et voilà, c'est de la prévention. Mieux elles mangent et plus elles vont produire aussi. Donc, Mais c'est effectivement d'où l'intérêt d'avoir un décor, un paysage qui va être nourricier, mais avec une grande diversité, qui va être la floristique, qui va être herbacée, mais qui va être aussi en proposition ligneuse, en plantes qui vont vivre longtemps. Et là, effectivement, on n'est plus en monoculture, on est en diversité, complètement. En diversité génétique au sein du cheptel, en proposition végétale, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, on est sur un projet donc ensemble de plantation, on va dire de reforestation nourricière pour les chèvres, du coup de l'agroforesterie, donc on va implanter des arbres, des lianes qui vont être fourragères pour elles et éventuellement aussi médicinales. Est-ce que tu peux nous dire là actuellement, encore maintenant, c'est quoi la base de leur alimentation ? Alors, alimentation aujourd'hui, nous on essaie d'être sur du pâturage extensif, on les nourrit majoritairement avec de l'herbe, on essaie vraiment de faire du lait d'herbe. Après il y a quand même une complémentation, ce qu'on appelle les intrants, qui passent nécessairement par des céréales, et là-dessus on n'est pas autosuffisant, donc on achète, là concrètement aujourd'hui on donne des pellets, un mélange de luzerne et de betterave, et de l'orge, et un petit peu de soja aussi pour favoriser la lactation. Donc une base, on va dire, alimentaire plutôt de plantes qui vont être des plantes de petite taille, des plantes qui vont être annuelles. Oui, nous on a quasiment que des herbacées. Après on a la chance d'être dans une région de bocage, avec des haies assez conséquentes et à profusion. Elles se nourrissent aussi beaucoup dans ces haies actuellement, avec du noisetier, du charme, des frênes, des choses comme ça, tout ce qu'elles peuvent attraper. Une partie de ligneux comme ça, de bourgeons, d'écorce, de feuillage, tout à fait. D'arbres. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des objectifs justement alors dans quel contexte aussi, on va dire climatique, avec une récurrence un peu d'épisodes secs. Oui. Alors c'est vrai que là on entame, c'est vrai, on vient de terminer la 3e année consécutive de sécheresse sur la région. On parle de sécheresse qui s'étend d'avril à octobre, avec une pluviométrie absolument ridicule. Concrètement, là les éleveurs autour de nous fauchent leur foin en mai, et en juin le distribuent déjà à leurs vaches. Nous on a la chance d'avoir quand même une belle surface par rapport au nombre d'animaux qu'on a, donc on arrive encore à tenir, mais les années passant on sent bien que ça commence à poser un problème.
Ouais. L'idée, évidemment, c'est on plante des arbres, donc les racines des arbres vont aller en profondeur, vont faire de la biomasse quand le reste des parcelles, quand les herbacées vont avoir tendance à être finalement roussies, séchées, on aura toujours cet encadrement comme ça de végétaux de grande taille qui vont être justement une source de fourrage pour elles, pour les Oui, nourrir, c'est de créer de l'ombre aussi Bien- sur les parcelles. bien en sûr, partie. bien sûr, garder au frais. En fait, nous, l'objectif ici, c'est donc de créer des prairies arborées, parce qu'on est persuadé que ça va favoriser la pousse de l'herbe en dessous, que ça va maintenir l'humidité. Pour certains arbres, fixer l'azote et encourager aussi la pousse de l'herbe, entretenir une fraîcheur, voilà. Et tout ça, c'est aussi de la nourriture en perspective pour les chèvres, pour les arbres qui seront conduits en trogne, ou les buissons qu'elles pourront attraper. Donc, Donc on va dire une végétalisation à partir d'arbres ou de lianes nourricières, alors soit sous forme d'îlots de végétation, avec des formes un peu organiques comme ça dans le paysage, ou plutôt en linéaire, effectivement, pour avoir Oui, pour favoriser la récolte, oui, récolte tout à fait. Ouais. Sur la conduite en trogne, il faut qu'on puisse mécaniser l'activité, ne serait-ce qu'en montant dans la remorque du tracteur pour pouvoir accéder aux branches hautes avec une tronçonneuse ou des choses comme ça. Et ensuite pouvoir ramasser le bois, puisque donc on dépose les branches au sol, les chèvres mangent les feuilles, et ensuite les branchages, il faut les évacuer. Alors, du coup, cette agroforesterie, on va dire, voilà, basée sur des parcelles qui sont enherbées, sur aussi de la nourriture à partir d'arbres, c'est quelque chose qui était totalement courant dans la paysannerie jusqu'aux années 50, qui a été complètement abandonné avec la mécanisation et finalement utilisation quasiment que de parcelles en 2 dimensions. Ce qui change un petit peu, là, on va dire, dans le projet qu'on mène ensemble, c'est qu'il y a une introduction aussi d'espèces qui vont pouvoir être résilientes sur le long terme, et notamment, par exemple, des espèces sudistes. Alors, on est en train de travailler, par exemple, sur le frêne à fleurs, qui est Fraxinus ornus, qui est un frêne qui est autochtone en Europe, alors une essence sudiste qu'on ne va pas trouver naturellement en Bourgogne, mais le fait de l'introduire est vachement intéressant parce que ça va être un frêne qui est naturellement résistant à la cale à rose. Les frênes sont des arbres fourragers de premier ordre, et ça va être aussi une espèce qui va vraiment résister aux séquences chaudes et sèches, et certainement donc une essence d'avenir. C'est une sorte de migration assistée, et c'est ça qui est aussi intéressant dans le programme. C'est pas simplement de revenir finalement à des techniques qui ont perduré, qui étaient très efficaces, mais c'est aussi de les remettre au goût du jour, on va dire, en ajustant avec ce qui est en train de se passer. Quand on plante un arbre, évidemment, le climat en 2020 va pas être le même que celui en 2030 ou en 2040 si on continue au niveau mondial à ce qui se passe. Ah bah bien sûr, oui. Enfin, de toute façon, les projections même de Météo France sur la région nous indiquent déjà, je crois, plus 8 degrés d'ici à 2050 au maximum en été, et une pluviométrie qui va être réduite au moins d'un tiers, quoi. Donc, qui va être réparti des fois différemment. oui, c'est ça. Après, avec des histoires de bassins versants et de microclimat, enfin, on ne sait pas toujours quelle quantité de pluie on va pouvoir attraper, mais la tendance, de toute façon, va vers le plus sec et le plus chaud. Donc, on essaye d'anticiper aussi oui. Tu me faisais un parallèle ce matin qui était super intéressant sur le jardin forêt où on a tendance à travailler en densité-diversité. Et c'est ce que vous essayez de faire finalement sur le cheptel, sur la diversité génétique. Et si tu veux nous en parler un petit peu au niveau des races, oui, c'est vrai. Qui nous entourent. On le voit sur les couleurs déjà. Oui, on le voit sur les couleurs, oui, c'est assez bigarré. On a encore quelques alpines qui sont bien marquées, mais la plupart en fait sont croisées. Donc on a choisi 3 races qui étaient assez faciles d'accès déjà. Les alpines, c'est la chèvre sûrement la plus commune en France, qui présente une belle rusticité et qui a une belle production de lait également. Les Saanen ont tendance à produire plus de lait, mais sont rustiques, sont un peu plus fragiles. Elles vont attraper des coups de soleil sur les mamelles d'été. Elles tombent peut-être un peu plus facilement malades. Et à côté de ça, on a les Lorraines, genre celle-ci, là, les mouchetées, qui elles, déjà sont une race qu'on souhaitait encourager parce qu'elle est presque en voie de disparition en France. Enfin, je crois qu'il y en a quelque chose comme 5000, ce qui n'est pas tant en fait. C'est pas une espèce menacée, c'est pas ça, mais enfin voilà, c'est une race qui a été un peu oubliée dans un coin. Et elles ont un lait qui est beaucoup plus gras, beaucoup plus dense en fait, c'est beaucoup moins de l'eau. Alors en volume, ça représente peu, mais pour le fromage, c'est très intéressant. Et en plus de ça, elles ont une rusticité mais qui est absolument incroyable. Et ce sont des chèvres qui vont pâturer au mois de février par 2 degrés sous la pluie, et il n'y en a pas une qui tousse le soir. Enfin, donc voilà, on espère en fait un petit peu ici créer notre propre race entre guillemets, et combiner, essayer de tirer le meilleur en fait de ces trois races, pour aboutir vers une plus belle diversité génétique et se dégager un peu de cap-gènes et des choses comme ça.
Une meilleure résilience aussi, effectivement. Bien sûr, oui. Disons que la conduite d'un cheptel d'une armée de clones, comme ça peut être le cas dans certains élevages, nous effraie un petit peu. Donc on est parti complètement à l'opposé. Ouais. C'est intéressant aussi les questionnements finalement qui peuvent être soulevés par le projet qu'on mène ensemble sur qu'est-ce qui est autochtone, qu'est-ce qui l'est pas, la façon aussi d'envisager les choses sous un format on va dire un peu romantique. On pourrait se dire la chèvre c'est une espèce, c'est un animal qui est européen, ce qui est pas du tout le cas en fait. Hein. Non, complètement pas, puisqu'elle vient à l'origine à peu près des régions de l'Iran, de l'Irak. C'est par là-bas qu'elle a été domestiquée au départ, et ce sont les premières migrations du néolithique via le Danube et puis en longeant les côtes méditerranéennes qui nous ont rapporté il y a à peu près 7000 ans. Et voilà, à l'origine, la chèvre, c'était pas du tout un animal qui était parqué comme ça. On avait des gens qui étaient nomades, un petit peu comme encore en Sibérie, avec les troupeaux de rennes et les derniers nomades qui nous restent sur cette planète. On avait des gens qui suivaient le troupeau, qui faisaient de la garde, en fait, de la conduite de cheptel. Ouais. Elles évoluaient dans un milieu complètement naturel et se servaient au passage. Et ce comportement, c'est vrai qu'on l'observe encore aujourd'hui. Elles ont tendance à picorer plus qu'à tondre en fait un espace. Et très vite, elles se lassent, elles veulent changer d'endroit. Un lien qu'on peut établir aussi justement sur la possibilité de ce qu'ont toujours fait les humains finalement. Ils voyagent, ils apportent des espèces ou des provenances. Alors là, c'est le cas justement sur la plante qui est introduite ici, qui est un érable champêtre qu'on trouve naturellement en Bourgogne, hein, dans les haies bocagères, en lisière de forêt. Celui-ci, par contre, c'est un érable champêtre. La provenance, elle est toulousaine. Donc c'est intéressant parce qu'on se doute qu'au niveau génétique, ce plant est beaucoup plus adapté à des étés qui vont être chauds et secs par rapport à nos provenances comme ça qui sont locales. Donc on est effectivement sur une intégration donc, de l'agroforesterie telle que les paysans les faisaient jusque dans les années 50, mais remise au goût du jour avec une perspective actuelle, c'est qu'on ne va pas simplement se limiter à avoir des provenances qui sont locales, parce qu'elles sont locales, mais dans 10 ou 20 ans, elles ne seront pas adaptées. Donc c'est aussi de réintroduire comme ça un ADN qui est plus sudiste et d'avoir des paysages à terme qui seront plus résilients. Oui, Il y bien a sûr. vraiment une volonté de retourner au bon sens traditionnel. Oui. Mais pour ça, on est obligé de prendre en considération l'état actuel des choses, du climat. Et donc il faut le faire, mais intelligemment, il faut le faire avec un petit peu de bon sens et effectivement s'adapter aux circonstances. Mais c'est vraiment l'objet de retourner à des formules qui fonctionnaient, tout simplement. D'ailleurs, ce savoir-faire, du coup, c'est vrai qu'il a deux perspectives quelque part, puisque là, je parlais du nomadisme des premiers éleveurs qui faisaient évoluer leurs troupeaux dans des milieux complètement naturels, ce qu'on essaye de reconstituer un petit peu là derrière, et en même temps, en créant une allée de trognes et de têtards, de cultivars, en fait. On revient à des choses qui étaient encore pratiquées il n'y a même pas 50 ans, qui étaient du coup des paysages beaucoup plus anthropisés, mais ces deux systèmes nous ont intéressés en fait, et on essaye de cumuler un petit peu les deux approches ici. Ouais. Et on est aussi sur une logique effectivement qui se pose, qui peut se poser quand on étudie les civilisations, la mise en place de l'agriculture, de l'élevage, les questionnements finalement aussi entre sauvage et domestiqué. Là, on a des interventions, donc on va planter des arbres qui nous semblent essentiels, mais on va aussi avoir une reforestation naturelle qui va se mettre en place dans le système, qui va être complémentaire parce que les chèvres n'auront pas accès pendant plusieurs mois, plusieurs années ici, le temps évidemment que les arbres croissent et puis se développent de façon harmonieuse, mais on se doute que les glands, que les châtaignes vont aussi s'implanter ici et vont compléter oui, bien sûr, et enrichir le capital génétique de la même manière. On travaille sur les deux aspects, on renforce l'existant qui était en perte de terrain, qui doit de nouveau devenir central et indispensable, et on l'accompagne et on le complémente intelligemment. C'est une espèce de coévolution aussi entre les paysages, entre ce que vous souhaitez pour le cheptel et puis quelque chose comme ça qui va forcément super bien fonctionner. On espère. Ouais. De toute façon, on reviendra voir justement l'évolution, le travail de recherche, d'observation, de comment les chèvres... L'expérimentation qui va suivre. Voilà, comment les chèvres s'en emparent, qu'est-ce que vous constatez, ça c'est carrément génial. Alors,
Voilà, pour un petit peu vous expliquer aussi sur le choix, la stratégie en fait du choix d'espèces ou de provenance. Là, on est sur un autre exemple, sur le frêne commun qu'on peut trouver un peu partout en France, c'est Fraxinus excelsior. Donc une espèce qui est sensible à la calarose, une maladie qui est originaire d'Asie et qui est en train de décimer énormément de sujets de frêne. Il y en a qui présentent quand même une relative tolérance à la calarose et justement ces plants-ci sont des semis de ses parents qui présenteraient une résistance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on part justement non pas sur des plants qui vont être à partir de drageons ou certains sujets comme les sureaux à partir de boutures, mais à chaque fois à partir de semis, c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité génétique aussi au sein de ces individus qu'on va proposer. On a aussi sur quelque chose qui est vraiment peu coûteux, donc les plants étaient produits par la pépinière de l'association d'un point de vue bénévole, les manchons étaient rapportés par quelqu'un qui faisait les voyages entre l'ouest de la France et l'est pour nous rapporter ces pochons à huîtres qui sont finalement des déchets des ostréiculteurs. Ils vont payer pour s'en débarrasser et en fait si vous leur demandez, ils vont généralement sans aucun problème vous les donner. Ça va être intéressant pour eux, ils n'auront pas à payer la déchetterie et ce sera intéressant pour vous parce que ça vous permettra de protéger gratuitement les plants des herbivores qui pourraient être présents sur la parcelle en attendant que la reforestation elle a déjà quelques années. Alors ici effectivement les chèvres ne vont pas accéder, par contre on peut avoir des lapins de Garenne par exemple ou un chevreuil qui s'est garé entre les clôtures et qui pourrait venir prédater les jeunes plants. Autre espèce qui est sudiste, une espèce qu'on va trouver dans le sud de la France, qu'on va trouver aussi en Espagne, Portugal, c'est Quercus ilex, c'est le chêne vert. Un chêne, alors surtout sur cette sous-espèce, c'est la sous-espèce balotte, qui présente des glands qui sont doux, qui sont peu tanniques, voire absolument pas tanniques, qu'on peut aussi consommer en tant qu'humain, qui peut être une base alimentaire. Alors ça va être introduit ici pour plusieurs raisons, sur les coteaux justement qui vont être exposés au soleil toute la journée, qui vont être drainés, donc qui vont être nécessairement secs avec les étés qu'on va connaître. Ça, c'est une espèce qui est vraiment d'avenir parce qu'elle nécessite peu d'eau et elle va pouvoir en plus, elle est persistante, donc elle va être fourragère pour les chèvres, même l'hiver. Et bien là, du coup, autre secteur, autre plantation. Il va y avoir des arbres, mais il va y avoir aussi quelque chose qui est intéressant dans les projets de reforestation, une forme végétale qui est souvent peu utilisée, ce sont les lianes. Donc là, par exemple, on a une introduction de vignes, mais de vignes résistantes aux maladies, donc résistantes à l'oïdium, au phylloxéra, au mildiou. C'est une vigne qui va être à vocation du coup fourragère, ça va être le feuillage qui va être utilisé directement pour l'alimentation des chèvres. De même qu'on va avoir dans le secteur là-bas qui est beaucoup plus humide, l'implantation du houblon, une liane qui est caduque, une liane qui est autochtone et qui est aussi galactogène, qui va favoriser la lactation des chèvres et forcément aussi qui va avoir un impact intéressant sur la production laitière et après la production de fromage. Du coup voilà, on vous a présenté quelques plantes qui ont été choisies dans ce projet. Si vous voulez accéder à la liste complète, n'hésitez pas à cliquer sur le lien suivant. Et puis bien évidemment, on vous donnera régulièrement des nouvelles du projet sur la chaîne, de ce projet d'élevage alternatif en agroforesterie, mais également des autres projets qui sont portés par l'association et qui peuvent avoir lieu dans d'autres endroits en France, des projets de reforestation nourricière qui vont être collectifs ou également des projets directement de recherche, d'expérimentation à vocation un peu plus scientifique. On espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées si vous êtes vous-même éleveur ou si vous en connaissez. Et puis on vous dit à très bientôt, bonne fin d'année et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager. À très bientôt.